Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence du cycle Les Mardis de l'École des Chartes, qui, comme vous le savez, sont consacrés de manière traditionnelle désormais à l'actualité éditoriale des chartistes. Et c'est la raison pour laquelle donc j'ai le plaisir d'accueillir ce soir pour une conférence consacrée au monde du travail, à l'exposition universelle de 1867, donc un confrère proche, puisqu'il est aussi professeur d'archivistique, de diplomatique et d'histoire des institutions de l'époque contemporaine à l'École des Chartes, Édouard Vasseur, archiviste paléographe de la promotion 2001, et qui effectivement a consacré une partie de ses travaux de recherche, je crois, dès l'École des Chartes, au Second Empire et plus précisément à la thématique des expositions universelles. Alors donc cette belle conférence dans laquelle nous allons rentrer collectivement dans quelques instants, trouve aussi place dans une actualité éditoriale, c'est le cycle qui veut cela, très récente, puisque Édouard, cher Édouard, donc cette conférence fait écho à la parution il y a moins de 2 mois, on peut le dire, donc aux éditions Perrin, de ton ouvrage intitulé L'exposition universelle de 1867, l'apogée du Second Empire. Donc vous l'avez ici. Et il est, je le précise tout de suite, en vente et disponible du coup à la dédicace au sortir de cette conférence. Je me permets de le dire à ta place, beaucoup plus à l'aise. Au sortir de la salle, donc notre libraire partenaire habituel donc propose éventuellement à ceux qui le souhaiteraient l'achat du livre au sortir de la conférence. Donc n'hésitez pas. Alors une conférence que tu as choisi, Édouard, en fait, de centrer sur un aspect particulier de l'exposition universelle de 1867, à savoir donc le monde du travail à l'exposition universelle, la façon dont effectivement différents corps de métier à la fois ont contribué, on le sait, à mettre en place ce type d'événement, et quelle vision ça donne de la condition qui est celle des ouvriers, des artisans à l'époque, à une période, j'aimerais insister là-dessus, 1867, c'est vraiment un pivot, puisque on est encore, ton sous-titre le montre, l'apogée du Second Empire, dans une période extrêmement, c'est encore la fête impériale, on peut le dire. Et en même temps, l'horizon, le ciel, si j'ose dire, commence à s'obscurcir un petit peu. Les nuages commencent à se noircir, à se griser très sérieusement. On est aussi dans la seconde partie du gouvernement de Napoléon III. C'est l'empire dit libéral, où les mesures d'ouverture sociale, politique se multiplient, mais où parallèlement, effectivement, les nuages aussi s'accumulent. Donc c'est un peu tout cela que tu vas nous donner à voir à travers la condition qui est celle des travailleurs de l'époque, les artistes, les agriculteurs, les industriels, qui sont à la fois, qui contribuent à la mise en place de ces expositions, qui sont aussi représentés à travers les créations de ce type d'événements. On peut le rappeler, 32 nations exposantes en 1867, 52 000 exposants. Je pense qu'on n'a rien à envier. Enfin, ces expositions n'avaient rien à envier à celles qu'on peut monter aujourd'hui. Plus de 8 millions de visiteurs qui pouvaient y admirer des centaines de milliers d'objets et de productions. Voilà, donc écoute, cher Édouard, nous sommes très heureux de t'entendre ce soir, et je suis sûre que sur ce magnifique thème, non seulement l'attention sera maximale, mais les questions aussi très nombreuses en fin d'exposé. Encore un grand merci à toi pour donc cette conférence très, très, très ciblée et tout à fait passionnante, et à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup. Merci Michel. Alors bonjour à tous. En effet, donc un aspect du sujet très vaste des expositions universelles en général et de celle du Second Empire en particulier, donc avec un souhait qui a été le mien d'évoquer le monde du travail, d'évoquer ceux qui ont fait l'exposition, ceux qui sont au cœur de l'exposition, mais pas complètement, donc les ouvriers, les travailleurs qui jouent un rôle important, mais justement l'idée c'était de voir quel était ce rôle des travailleurs au sein de l'exposition.
Alors, je vais commencer par, Michel a un peu dévoilé ce que je vais dire, mais pouvoir rappeler quelle est l'exposition en bref, un peu la resituer, avant de traiter de trois aspects particuliers. Tout d'abord, traiter du monde du travail comme acteur de l'exposition, parce que sans les acteurs du monde du travail, l'exposition n'aurait jamais existé, mais avec un monde du travail, on va le voir, qui est plus ou moins visible, on va dire, sur le champ de Mars où a lieu l'exposition. Ensuite, le discours de l'exposition sur les travailleurs et le monde du travail, parce que ce n'est pas qu'une présentation d'objets, c'est aussi un discours sur le monde du travail et sur les travailleurs, mais avec une particularité de ces expositions à partir du Second Empire, qui est qu'on invite des ouvriers et que les ouvriers ont aussi un discours sur l'exposition et sur leur travail, sur le monde du travail, et c'est un peu ces différents aspects que je vais vous exposer aujourd'hui. Alors, pour commencer l'exposition en bref, et déjà pour rappeler d'où viennent ces expositions, les expositions universelles, elles naissent plus ou moins en France, et à l'origine, c'est une volonté du directoire de mettre en place un événement pour fêter la République. Donc la première exposition a lieu en l'an 6, en 1798. Il s'agit de la fête anniversaire de la République et il faut faire quelque chose pour célébrer la République. Alors est-ce qu'on fait un mat de cocagne? Est-ce qu'on fait un grand défilé? Est-ce qu'on fait une exposition de beaux-arts? Ah, si on faisait une exposition des produits de l'industrie. Voilà, c'est comme ça que naissent les expositions industrielles. Alors ça rencontre aussi un besoin du directoire qui est celui de rétablir une statistique industrielle et un moyen de montrer que l'industrie française, malgré la Révolution et malgré les guerres contre l'Angleterre, est toujours présente. Et la formule, en fait, va petit à petit s'ancrer, elle va se pérenniser à partir de la Restauration et surtout de la monarchie de Juillet, avec des expositions nationales qui sont organisées tous les 5 ans, et un modèle qui se diffuse à la fois en province, on va avoir des expositions locales à Caen, à Amiens, à Toulouse, à Nantes, etc., et à l'étranger, à peu près dans tous les pays, sauf en Angleterre. En Angleterre, et c'est là tout le paradoxe, puisque c'est l'Angleterre qui va créer les expositions universelles, même si l'idée est française, elle est émise dès 1814 et surtout dès 1833, l'idée c'est d'ouvrir ces concours industriels à des pays étrangers, à des producteurs étrangers. Et la France ne veut pas, parce que les industriels français ont peur de la concurrence anglaise et de paraître ridicule face à l'Angleterre. Mais l'Angleterre récupère l'idée en disant nous, on produit beaucoup de produits bon marché, mais nos produits ont un gros défaut, ils sont laids. Et si on fait venir les produits français, on va avoir un choc d'esthétique. Et nos industriels vont comprendre qu'est-ce que c'est que de beaux produits. Donc les Anglais convoque une exposition universelle à Londres en 1851. Il faut maquiller la chose pour que ça plaise au public anglais. Et donc, première exposition universelle qui a lieu à Crystal Palace, donc dans le Hyde Park, pour ceux qui connaissent Londres. Et dès la première édition, 14 millions d'exposants. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas encore le chemin de fer partout, et 6 millions de visiteurs. Donc, c'est déjà assez impressionnant. Et les Français, eh bien, ils remportent les médailles. Ils remportent les médailles parce qu'on valorise la qualité. Donc nécessairement, les Français tirent leur épingle du jeu de cette exposition et du coup, ils vont avoir un autre regard sur l'exposition en disant peut-être que ça serait bien de faire nous-mêmes des expositions universelles. Et donc c'est le choix qui est fait par l'empereur, en 1853. Donc il devait y avoir une exposition nationale pour 1854. Il décide de la transformer en exposition universelle pour 1855. Et donc il l'institue en 1853, mais avec une nouveauté en disant on ne va pas faire qu'une exposition universelle de l'industrie, on va faire aussi une exposition universelle des beaux-arts. En disant voilà, la France c'est le pays, Londres l'a prouvé, de la qualité, du bon goût, et on est le pays des artistes, donc on va mettre en avant ce qu'on sait faire, nos artistes. Donc on n'a pas de pétrole, mais on n'a pas de charbon, mais on a du goût, et on le montre à Paris, sur le Champ de Mars en 1855. Alors on n'est pas complètement prêt à le faire, l'organisation est un peu chaotique, dans des locaux qui sont complètement éclatés, on change de direction à la veille de l'inauguration, parce qu'évidemment la personne qui était en charge n'avait pas compris qu'on changeait de mesure, et donc on l'installe sur les Champs-Élysées, mais c'est un succès. C'est un succès avec 24 000 exposants, 10 hectares. Alors on est sur 5 millions de visiteurs, un peu moins qu'en Angleterre, mais Paris est moins bien relié que Londres au réseau de transport. L'inauguration est un peu retardée, donc on
on en profite à la cérémonie des récompenses pour être un peu plus grandiose. Et voilà, donc c'est quand même un succès, alors pas financier, ça a été un gouffre financier, mais ça marche bien. Donc la formule prend et les industriels français acceptent l'internationalisation de la manifestation. Et donc 2 ans plus tard, on réitère dans un tout autre contexte, puisque l'Empire est en train de se libéraliser, et surtout on a libéralisé le commerce, puisqu'on a signé en janvier 1860 un traité de commerce avec l'Angleterre, donc qui instaure une phase libérale dans le commerce. Donc on a un peu un changement d'esprit qui intervient. Entre-temps, en 1862, Londres a fait une nouvelle exposition, et c'est en 1863 donc est convoquée l'exposition de 1867 au lendemain d'un changement gouvernemental suite aux élections de 1863 qui commencent à être un peu difficiles pour le pouvoir. Rien de grave, mais bon, faut agir. Donc on remanie le gouvernement, comme on sait le faire en France, à l'issue des élections. Alors la nouvelle édition, elle a quelques particularités. Donc ce n'est plus l'administration vraiment qui s'en occupe, c'est une commission ad hoc qui est nommée pour mettre en place cette commission et qui commence à fonctionner en 1865. Donc c'est 2 ans à peine avant le début de l'inauguration que l'organisation se met en place. Au centre de cette organisation, il y a un homme, Frédéric Leplay. Frédéric Leplay, c'est un polytechnicien, c'est un ingénieur des mines, un spécialiste de l'industrie métallurgique, mais aussi de la question sociale. Et il va jouer un grand rôle dans notre discours aujourd'hui, et c'est lui vraiment le maître d'œuvre de cette exposition dès le départ. Pour la financer, on choisit un système mixte public-privé avec une forte subvention du gouvernement et de la ville de Paris pour combler les déficits qu'on envisage tout de suite. Là, on les prend tout de suite en amont, comme ça on est tranquille. Et donc on répartit les produits, on en reparlera, en 10 groupes, 96 classes. On s'installe sur le Champ de Mars dans un bâtiment qui est construit ad hoc, que vous voyez. Le Champ de Mars est plus grand qu'aujourd'hui parce qu'il s'étend vous avez les allées, les contre-allées aujourd'hui, donc il va sur les contre-allées. Donc on construit ce bâtiment provisoire de métal et de verre, donc qui va être plus ou moins apprécié, plutôt moins par les critiques qui vont l'appeler le chaudron, le colisée, le crabe. Toutes les expressions les sobriquets lui ont été attribués. Et voilà, on va faire quelques innovations en matière d'ouverture. On en reparlera, on va faire une exposition rétrospective, on va instituer une commission scientifique, enfin on ouvre le sujet et on crée surtout un objet qui va rencontrer beaucoup de succès, ce sont les pavillons, puisqu'on demande aux pays qui participent de construire des petits bâtiments tout autour du palais. Et aujourd'hui, les expositions universelles, ce sont des pavillons et il n'y a plus de palais. Donc le budget est de 23 millions de francs de l'époque, à peu près 90 millions d'euros aujourd'hui, donc ce n'est pas un énorme budget pour nous aujourd'hui. 32 pays, 30 hectares, 52 000 exposants. On passe un cap, 52 000 exposants, 8 millions de visiteurs. On ne saura jamais combien il y a eu de visiteurs. Il y a eu 11 millions d'entrées, mais on pouvait rentrer plusieurs fois. Donc voilà, mon estimation est entre 8 et 9 millions de visiteurs, ce qui est déjà pour l'époque pas mal. Le record sera atteint par Paris en 1900 avec 52 millions de visiteurs. Donc ça vous donne une idée. Et on ne retrouvera 10 millions de visiteurs qu'avec Hanovre en 2000. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet, le monde du travail à l'exposition. Alors, le monde du travail, c'est d'abord un acteur de l'exposition, un acteur majeur, puisque naturellement, sans ouvriers, sans artistes, sans agriculteurs, il n'y aurait pas d'exposition. Alors simplement, leur présence est plus ou moins visible sur l'exposition, comme les ouvriers qui ont pu travailler à la construction des stades pour la Coupe du Monde au Qatar. Alors, avant l'exposition, eh bien, on a un chantier. On a un chantier de travaux publics. Un chantier de travaux publics, le Champ de Mars, il faut voir qu'à l'époque, il ne faut pas imaginer le Champ de Mars comme aujourd'hui, c'est un terrain militaire où les soldats font leur entraînement, et notamment la cavalerie qui est stationnée à l'école militaire. Donc c'est un champ de manœuvre. Donc il n'y a rien de rien. Et donc il faut terrasser, il faut construire un égout, il faut construire le palais, construire les dépendances, il faut aménager tout ce palais. Alors on estime que donc on commence la construction véritablement en janvier 1866 et on finit de construire le palais au mois de novembre.
Donc 11 mois pour construire ce très grand palais. Alors autour, ça continue. Et on estime qu'à l'été 1866, donc c'est à peu près la période de la photo que vous avez en haut à gauche, il y a à peu près 1500 personnes qui travaillent à la construction de ce bâtiment. Donc il y a des terrassiers, il y a des vitriers, il y a des constructeurs mécaniques, il y a des zingueurs, il y a des charpentiers, il y a voilà, donc plein de corps de métier qui contribuent à ce chantier, et un chantier qui va utiliser des techniques qui sont des techniques innovantes. On va utiliser des matériels de levage innovants pour monter les fermes du palais. On va utiliser pour la première fois le béton pour les infrastructures du palais. Alors, il a du mal à sécher d'ailleurs, donc on est encore dans une phase très expérimentale. On utilise pour la première fois l'acier qu'on commence à produire vraiment en masse pour construire un pont. Donc on utilise vraiment des techniques innovantes, et donc je disais à peu près 1500 ouvriers donc, qui travaillent avec des entreprises qui émergent à cette époque-là. Notamment, c'est à l'exposition de 67 qu'un certain Gustave Eiffel commence vraiment son travail d'entrepreneur. Il avait été ingénieur, mais il commence à devenir entrepreneur en 1867. Donc, cette action, elle va continuer à, vous voyez un peu des gravures telles qu'elles sont celles qui sont diffusées, donc un champ de Mars qui est transformé en une véritable ruche. Et ça continue naturellement après la livraison des bâtiments. Parce qu'après la livraison des bâtiments, il faut décorer, il faut livrer des colis, donc les amener, les décharger, on monte des cloisons, on décore, etc. Et on estime que la dernière semaine avant l'inauguration, il y a à peu près 10 000 ouvriers qui travaillent sur le site du Champ de Mars pour construire cette exposition. Alors des ouvriers de tout type, voilà, et donc que l'on fait venir parfois de l'étranger. Vous avez ici la décoration en bas du palais du bey de Tunis. Pour ceux qui ont connu le parc Montsouris dans les années 80, il y avait un pavillon mauresque, le pavillon du bey de Tunis, qui servait d'observatoire. Et donc c'est ce pavillon de l'exposition de 1867, et on a fait venir des ouvriers tunisiens pour décorer ce bâtiment. Mais on en a fait venir d'Angleterre, de Russie, pour décorer ce palais et les bâtiments qui l'entouraient. Donc voilà, il faut voir l'exposition comme une vraie ruche ouvrière avant l'exposition. Alors, paradoxalement, c'est que les ouvriers sont très présents sur le chantier de travaux publics qui est celui de la construction de l'exposition, mais ils sont quasiment absents de la sélection des produits. Donc, une exposition universelle, c'est un concours de produits agricoles, industriels et artistiques. Mais on ne fait pas venir des ouvriers pour choisir les produits. Ce sont des experts qui sont généralement des ingénieurs, des hommes de lettres, des administrateurs, etc. Et vous voyez ce travail qui a été fait différent dans la répartition des produits. En fait, on n'a aucun ouvrier dans la sélection des produits. Donc les ouvriers, ce sont ceux qui fabriquent les produits qui sont exposés, mais ils ne sont absolument pas acteurs de leur sélection et de leur présence sur le Champ de Mars. Donc ça, c'est un point qui est très intéressant en matière de participation. Donc la sélection était faite pays par pays, et en France, il y avait des propositions qui étaient remontées par des industriels, et il y avait des commissions nationales pour les choisir, mais vous voyez que les ouvriers en sont totalement absents. Alors pendant l'exposition, il y a des visiteurs, mais il y a aussi des ouvriers qui sont toujours présents. Des ouvriers, des employés, le monde du travail est toujours présent. Alors il y a toujours des ouvriers qui sont là pour raccrocher des choses, etc., parfois plus ou moins maladroits. On a un ouvrier qui a cassé une des glaces exposées par Saint-Gobain en voulant accrocher une draperie, donc une glace qui coûtait 14 000 francs à l'époque. Donc voilà, ça fait à peu près 60 000 € aujourd'hui. Donc un coup de marteau maladroit pour l'entreprise Saint-Gobain. Vous avez tous les agents de la commission impériale, et notamment vous avez ces gardes qui contrôlent les cartes d'abonnement des visiteurs. C'est la première fois qu'on met une photo d'identité sur une carte d'abonnement. Donc, comme le disait Honoré Daumier, qui est l'auteur de cette caricature, les chauves doivent retirer leur chapeau et les myopes leurs lunettes, puisque déjà à cette époque-là, on ne pouvait pas faire de photos en chapeau et avec des lunettes. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Alors, il y a aussi de nombreux ouvriers qui travaillent, des employés des postes, il y a des gens qui vendent des catalogues, vous avez des représentants de commerce, vous avez des photographes, vous avez des gens qui sont là pour pousser les fauteuils roulants
qui ont été mis pour faciliter la visite des visiteurs. Vous avez d'autres types de monde du travail d'ouvriers que sont les membres du jury qui arpentent l'exposition pour retrouver les produits qu'ils doivent juger, les journalistes qui doivent les critiquer, les rapporteurs qui doivent rapporter, les guides, et puis donc cet autre guide qu'est le Cicérone Pickpocket, qui était aussi naturellement très présent sur l'exposition. Donc des travailleurs tout à fait différents, mais qu'on s'attend à retrouver dans ce type de manifestation. Alors, il y a aussi d'autres types de travailleurs, et notamment, il y a des restaurateurs avec donc, des serveurs, des serveuses surtout, donc, puisqu'on avait décidé de mettre autour du palais donc, des cafés et des restaurants, et qu'on avait transformé en objet d'exposition. On avait fait un concours international de cuisine, et donc avec des ouvriers que l'on fait venir pour servir, et notamment des femmes. Alors des femmes que les observateurs, que les visiteurs vont particulièrement regarder. Et je ne peux pas m'empêcher de citer Prosper Mérimée qui, dans sa correspondance, évoque par exemple les Munichoises qui servent de la bière, qui versent de la bière et qui font des affaires en dehors de leur commerce officiel très avantageuses. Voilà, et disant également qu'on est obligé de renouveler les anglaises tous les 8 jours à cause du grand nombre d'offres non moins avantageuses qu'on leur adresse. Donc voilà, un travail qui peut se prolonger au-delà de la soirée. Mais Michelet dit qu'il y a aussi certains ouvriers tunisiens ou je ne sais plus turcs qui font à peu près la même chose le soir. Des hommes cette fois-ci. Donc voilà, une ruche humaine, une ruche d'habitants, d'industriels, d'acteurs avec leurs ouvriers qui sont présents dans le cadre de l'exposition. Alors certains de ces ouvriers sont visibles. Ils sont visibles parce qu'on décide dans cette exposition de mettre en avant les ouvriers dits chefs de métier. Donc des ouvriers qui produisent eux-mêmes les objets qu'ils fabriquent et qui ne sont pas donc des ouvriers qui sont employés d'une grande industrie. Donc ces ouvriers chefs de métier, on va décider de les installer dans le palais et on va leur donner un petit stand pour travailler devant les yeux des visiteurs et pour vendre aussi leurs produits. Alors tous les pays n'adoptent pas la formule, 2 principaux vont le faire, la France et la vice-royauté d'Égypte, l'Algérie étant l'époque colonie française. Et donc on va voir des ouvriers qui vont présenter leur métier. Alors on a un dessinateur pour châles, on a un fabricant d'instruments d'optique, on a un graveur sur verre, on a des décoratrices en porcelaine, on a des sculpteurs en cuivre, des maroquiniers, des fabricants de pipes en écume, des dentelières. Alors, grand succès des dentelières, vous voyez que ces dames se pressent pour acheter des dentelles devant leur stand, des fabricants de fleurs artificielles, des bijoutiers, etc. Donc plein d'ouvriers qui sont là devant les visiteurs et qui présentent leurs produits et qui travaillent devant ces personnages. Ils sont très visibles, donc beaucoup de femmes jeunes naturellement, puisque une fois mariées, elles ont tendance à ne plus travailler dans ce genre d'industrie, mais voilà, donc ils travaillent, qui sont embauchés, qui ont un salaire, qui travaillent. Et il y a des ouvriers étrangers, notamment ce tourneur égyptien, qui a eu beaucoup de succès, qui a eu les honneurs de la presse, qui s'appelle, on a même son nom, il s'appelle Shlem Ben Daoud, il a 68 ans, il vient du Caire, et donc il travaille, lui aussi, derrière son petit comptoir. Alors lui, il n'est pas assis avec une table devant lui, il est par terre, et il travaille avec ses pieds. Ce qui frappe beaucoup les visiteurs de l'époque qui le regardent, mais comme ils regardent les dentelières. Donc il n'y a pas de discours raciste face à ce personnage, c'est juste les gens sont fascinés par ces ouvriers qui travaillent devant le public. Donc voilà, les petits métiers visibles, comme je le dis. Alors il y en a, un des symboles, c'est sans doute la fabrique de Monsieur Haas. En fait, Monsieur Haas, c'est l'entrepreneur qui a recruté tous ces petits ouvriers. Au moins en France, et Monsieur Haas, il avait une fabrique de chapeaux, de feutres, et on s'amusait à l'époque en disant que quand on rentrait un lapin, un lièvre dans sa machine, il en sortait un chapeau de feutre, de l'autre côté. Donc vous voyez en fait que c'était une succession d'étapes dans un métier qui est très segmenté, très divisé, mais ce Monsieur Haas, sa fabrique a beaucoup plu
donc, aux visiteurs, vous voyez, de tous âges, puisqu'on a à la fois des enfants, des adultes, etc. Enfin, tout le monde est très intéressé par son exposition. Alors, il y a d'autres métiers qui sont visibles. On a installé aussi une cristallerie, une fabrique de diamants, une taillerie de diamants, donc, qui avait été installée par un Hollandais. Alors, il y en a d'autres qui sont plus discrets. Ils sont là, mais ils sont plus discrets. Alors, notamment, vous avez ici le pavillon dans le parc des Caves de Roquefort. Donc, la Société des Caves de Roquefort, vous connaissez sans doute cette marque. Et bien, cette marque, elle va en fait profiter de l'exposition universelle pour percer. Et elle va décider d'utiliser, de construire un pavillon. Et dans ce pavillon, elle a 2 ouvrières, les cabanières, comme on les appelle, qui sont là, qui ont leurs brebis, qui ont leur fromage, qui font visiter aux visiteurs, qui font goûter les produits, qui distribuent les petites plaquettes, etc. Alors, on ne les voit pas en tant que telles, mais ces cabanières, c'est pas un petit métier, mais visible, mais ces cabanières, elles vont beaucoup plaire aussi, et ça va devenir un instrument marketing, entre guillemets, de la Société des Caves de Roquefort. Alors ensuite, il y a les métiers, les ouvriers qui sont moins visibles. Et ce sont tous ceux qui actionnent les machines qui sont présentées dans la grande galerie, qui est la galerie des machines du palais, puisque une des particularités de ce palais, c'était donc d'avoir une grande galerie où on présentait ces machines et on leur fournissait de l'énergie via un système de chaudière et de machines à vapeur qui permettaient d'amener l'énergie jusqu'au cœur du palais. Donc il faut imaginer cette grande galerie qui faisait 1,2 km avec des machines en action, sachant que pour rajouter, on avait mis aussi à cet endroit-là l'exposition des orgues. Donc vous aviez aussi Camille Saint-Saëns qui faisait une présentation d'orgue, une démonstration d'orgue au milieu, donc de machines à vapeur, de machines de métiers à tisser, de métiers à imprimer, etc. Donc voilà, il faut ça, et il y a nécessairement des ouvriers pour actionner ces machines. Mais cette gravure est tout à fait intéressante parce que vous voyez, l'objet qui a sa place principale, c'est la machine. Et l'ouvrier, il est à droite, en petit. On le voit, il est là, il actionne, on voit qu'il actionne la machine, mais ce n'est pas lui qui est mis en valeur dans la gravure donc, qui est utilisée et qui est reproduite. Donc voilà, on en a beaucoup de ces machines qui sont mises en action. On avait des machines-outils, des machines à coudre aussi. Hein, les machines à coudre percent beaucoup à ce moment-là. Mais là, on va montrer les machines et beaucoup moins les ouvriers. Mais on sait qu'ils étaient là naturellement. Alors c'est pareil pour l'exposition agricole. On a aussi donc des agriculteurs et des manœuvres agricoles qui sont là. Vous avez le pavillon de la Seine-et-Marne. Et donc vous voyez, on a ce couple de visiteurs, il est face à un ouvrier agricole à manœuvre qui est là pour gérer son bétail comme au Salon de l'Agriculture aujourd'hui. Et pareil, on n'en parle pas de ces ouvriers. Alors, ils sont pas là. Et on sait qu'il y a eu, on a eu des concours de charrues, des concours horticoles. Il fallait bien des ouvriers pour venir amener les fleurs, changer les fleurs, etc. Mais on n'en parle pas de cela. Ils sont beaucoup moins visibles, on va dire, dans l'espace de l'exposition que ces petits métiers. Et bien ensuite, les ouvriers, ils sont là aussi en tant que visiteurs. Ils sont là en tant que visiteurs parce que depuis 1851, mais surtout 1862, en fait, les gouvernements ont décidé de subventionner la visite des ouvriers. Subventionner la visite des ouvriers dans ces expositions, parce que politiquement, c'est intéressant de se rapprocher du monde ouvrier, et surtout, c'est un moyen pour eux de formation professionnelle, on dirait cela aujourd'hui, et donc, on va les recruter pour leur demander d'aller voir les produits, d'aller les juger. Et donc, ça fait partie de la visite. Donc, on met en place une commission spécifique pour recruter des fonds, pour collecter des fonds. On va leur aménager des logements dans les casernes, mais aussi dans des espaces vacants à côté du Champ de Mars. On va concéder un restaurant sur le Champ de Mars pour leur offrir des repas à bon marché. On organise pour eux un service médical. Et donc, on va négocier pour eux des tarifs préférentiels dans les transports pour qu'ils puissent venir à l'exposition, visiter l'exposition, on les défraie, on leur paye le billet d'exposition, etc. Et ils vont pouvoir visiter. Alors, on sait qu'on a à peu près 27 000 ouvriers français qui ont visité l'exposition et à peu près 40 000 ouvriers étrangers. Alors, par rapport à 8 millions de visiteurs, ce n'est pas beaucoup, et ce ne sont que ceux qui rentrent dans ce dispositif. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres. Mais en tout cas, ceux qui sont entrés dans ce dispositif sont à peu près de ce nombre-là. Alors on a fait la même chose avec les instituteurs, on a recruté aussi des instituteurs pour qu'ils viennent visiter l'exposition. Alors comment ça se passait en France? C'était à Paris, ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé au corps de métier d'élire des représentants.
d'élire des délégués, et c'est ces délégués qui venaient visiter l'exposition et à qui on demandait un rapport. Donc on a eu des élections dans les professions à Paris, entre les mois de mars et le mois d'octobre 1867, pour élire ces délégués qui sont venus, et donc ils sont venus faire ces visites. Alors dans les provinces, c'était soit les commissions locales qui les recrutaient, soit directement les employeurs qui les amenaient, notamment Godillot. On connaît bien les Godillots, les chaussures. C'est un fournisseur aux armées à l'époque, un fabricant de chaussures. Et il a payé le voyage à tous ses ouvriers pour qu'ils viennent visiter l'exposition. Et donc, c'est une formule qui a été reprise par le ministère de l'Instruction publique pour les instituteurs. Et à l'étranger, on a la même chose. En Angleterre, on a deux sociétés, la Royal Society of Arts et la Workingmen's Club and Institute Committee, qui a aussi recruté des ouvriers. Donc, on leur organise des voyages. On utilise les services d'un certain Thomas Cook, un fournisseur de voyages, qui sait très bien organiser ce genre de voyage, pour les faire venir. Et donc, les ouvriers visitent à la fois l'exposition, mais visitent Paris, et ils visitent les usines qui sont aussi à Paris. Donc, on a, par les rapports de ces ouvriers, une vision des ateliers qui sont à Paris. Donc on sait qu'ils étaient très présents au moment de l'exposition. Donc ça, c'est les ouvriers sont présents, ils sont acteurs et ils sont présents. Mais l'exposition, c'est aussi un discours sur ces ouvriers et un discours sur le monde du travail. Et c'est aussi le point qui est intéressant. Alors, les ouvriers, je vous dis, les expositions, c'est un concours industriel où on va récompenser les agriculteurs, les industriels et les artistes. Donc, le travail de l'exposition est organisé autour du travail du jury. Donc, un jury qui va participer, qui va évaluer. Alors, ce jury, il a toute une structure, parce qu'on a un jury par classe de produits, donc des produits similaires. Ensuite, on va avoir une péréquation qui va être faite au niveau d'un groupe de produits, et ensuite on va faire une attribution au niveau global, toute classe et groupe confondus. Donc avec un système de classement des objets et des industriels, mais aussi les jurys avaient la possibilité d'attribuer des récompenses pour des collaborateurs méritants, donc potentiellement des ouvriers. Et donc la distribution officielle des récompenses a eu lieu le 1er juillet 1867. C'est par cette cérémonie que commence l'ouvrage que j'ai publié. Alors, les ouvriers, oui, encore une fois, sont-ils présents dans ces récompenses? Donc, alors il y a eu à peu près 1176 médailles, c'est pas à peu près 1176 médailles d'or, 4455 médailles d'argent et 4434 médailles de bronze. Donc on décorait largement, on récompensait largement. Et qu'en est-il des ouvriers? Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que tous les jurys n'ont pas agi de la même manière. Certains jurys ont récompensé des ouvriers, d'autres pas du tout. Donc ça dépendait vraiment des jurys, c'était extrêmement différent. Des travailleurs, on va dire, avec des catégories de travailleurs qui sont plus récompensées que d'autres, notamment les ingénieurs, les inventeurs. On récompense beaucoup les inventeurs qui ont fourni de nouveaux produits, de nouveaux projets, donc ça, eux, ils sont particulièrement récompensés. On récompense aussi beaucoup les artistes industriels, donc les décorateurs, tous ceux qui conçoivent les produits d'un point de vue artistique. Eux, ils sont extrêmement récompensés. Alors, notamment, tous les artistes de la manufacture de Sèvres sont bien récompensés. Mais beaucoup de dessinateurs qui sont aussi récompensés. Donc, pas nécessairement ceux qui font les objets, mais ceux qui les conçoivent. Alors, on récompense aussi des contremaîtres, on récompense des chefs d'atelier, mais notamment dans les industries d'art, mais en fait, très peu les ouvriers en tant que tels. C'est beaucoup soit des contremaîtres, soit des chefs d'atelier, soit des dessinateurs qui sont récompensés, et là aussi c'est intéressant. Alors parmi ces ouvriers récompensés, il y a des femmes qui sont récompensées, alors dans des secteurs, je vais dire on les attend plutôt dans le secteur du textile, donc on va récompenser une brodeuse, on va récompenser des dentelières, on va récompenser des bonnetières, des ouvrières en bonnetterie, on va récompenser une couturière de poupées, par exemple. Donc voilà, il y a quand même des femmes qui sont récompensées. Il y a des femmes exposantes et il y a des femmes ouvrières qui sont récompensées. Et donc avec des secteurs qui sont quand même particulièrement privilégiés. L'imprimerie impériale, c'est pas un hasard, l'imprimerie impériale, c'est la vitrine, on va dire, de l'impression française. Eh bien, on va récompenser les ouvriers de l'imprimerie impériale.
Baccarat, une entreprise comme Baccarat, fait en sorte que ses ouvriers soient récompensés. Un industriel comme Meunier, le chocolatier qui est à Noisiel, lui aussi fait récompenser ses ouvriers. Donc il y a aussi une action des industriels eux-mêmes qui font en sorte que les jurys, via leur connaissance, récompensent les ouvriers, leurs ouvriers. Donc il y a tout un jeu aussi derrière de récompenses. Mais globalement, les ouvriers ne sont pas les plus récompensés, même parmi les collaborateurs. Alors ensuite, l'exposition, c'est tout un discours sur le travail. Un discours sur le travail et les travailleurs, et notamment sur le travail manuel. Sur ce travail manuel, donc, qui est très présent à l'exposition et qui fait l'objet de beaucoup de critiques. Vous avez encore deux types d'ouvriers qui étaient présents à l'exposition. Et alors, ce qui est intéressant de dire, c'est que ce n'est pas parce que le travail est manuel qu'il n'y a pas d'outils. Emmanuel, il y a des outils, ces ouvriers ont tous des outils qui intéressent plus ou moins les commentateurs. C'est aussi, alors ce qui fascine naturellement dans le travail manuel, c'est la dextérité, c'est la délicatesse, c'est la minutie de ces ouvriers, de ces ouvrières. On parle de l'adresse merveilleuse de ces fabricantes, de ces ouvrières en tête d'épingle qui fabriquent des têtes d'épingle. On parle de ce travail minutieux du souffleur en verre. On parle de ces fabricantes de fleurs en émail. On parle rien de plus délicat, rien de plus élégant que ce travail. Qui révèle le goût et l'intelligence de l'artiste. Donc on apprécie ces ouvriers qui montrent un talent particulier dans l'élaboration des outils et des objets et qui est admiré par les visiteurs qui voient la matière se transformer devant eux d'une manière un petit peu magique. Alors, il y a derrière, cependant, un discours qui est un discours aussi pour certains commentateurs, qui est un discours moralisateur. On est dans une période où d'industrialisation, pas encore en masse, mais où la concentration ouvrière peut commencer à inquiéter. Et ce qui plaît dans le travail manuel, c'est que ce travail manuel, il peut être fait en petit atelier ou chez soi. Donc du coup, quelque chose qui pour quelqu'un qui apprécie, on va dire, qui est plutôt, je ne vais pas dire traditionnaliste, mais on estime que le travail manuel peut concilier le travail et la vie de famille. Donc voilà, une ouvrière qui travaille chez elle, elle va pouvoir le soir s'occuper de ses enfants, etc. On est dans quand même un discours qui est aussi moralisateur, mais il faut voir aussi dans cette vision l'idée que le travail en usine, c'est un travail qui va faire dépérir l'ouvrier et qui est risqué en termes aussi de mouvements sociaux et risqué. Donc il y a tout un discours qui est méfiant vis-à-vis de l'industrialisation, donc on apprécie beaucoup ce travail manuel, et puis les visiteurs adorent. Les visiteurs adorent voir les personnes travailler devant elles. On n'a pas changé aujourd'hui dans nos expositions. Et puis de l'autre côté, il y a le travail à la machine. Et il y a le travail à la machine. Donc le travail à la machine, les commentateurs, notamment les économistes, estiment que l'advenue de la machine est inéluctable, c'est une évolution inéluctable, avec des conséquences temporaires qu'il s'agit de gérer. Donc c'est cette question qu'il faut gérer. Donc on revoit la même chose encore aujourd'hui avec les discours sur l'intelligence artificielle. Je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Ce qu'on voit comme aussi sur la machine, c'est que c'est un moyen de simplifier la vie de l'ouvrier, d'améliorer sa condition. Il y a un discours qui est aussi, encore une fois, moralisateur, mais qui dit on va éliminer les tâches qui sont les tâches les plus pénibles. Alors notamment dans la boulangerie, tous ces ouvriers qui doivent pétrir à bout de bras le pétrin, avec une pétrisseuse automatique, ça va leur simplifier le travail et ils seront moins fatigués le soir. Il y a aussi cette idée derrière. Voilà, qu'on va démultiplier le travail de l'ouvrier. Donc voilà, on le dit avec la boulangerie, les machines-outils. Voilà, par exemple, une haveuse mécanique anglaise donc pour le travail d'extraction du charbon, qui se charge désormais de l'affreuse besogne des misérables houilleurs chargés de détacher le charbon des parois des galeries des mines. Encore une invention qui va être maudite par ceux qu'elle va délivrer du bagne, mais les enfants béniront la machine que leurs pères auront haï. Donc un discours qui est assez révélateur, et on va le voir, on va le retrouver en partie chez les ouvriers, c'est aussi ça qui est intéressant. Alors la machine, elle fascine. La machine, elle fascine, et on considère que c'est on en parle comme de quelque chose comme une œuvre d'art. La machine, elle est élégante, une élégante petite machine,
Elle a un cachet de grandeur qui ennoblit. Quelle perfection dans la forme, quelle pureté dans le métal, soyeux et moiré comme une étoffe de luxe, dit un commentateur sur une machine, etc. Donc on voit un discours qui est un discours aussi très admiratif sur cette ingénierie, sur cette capacité à inventer des matériaux. Et la machine, elle va être présentée en fait comme une ouvrière. La machine, c'est l'ouvrière, c'est une personne. Et alors je vous ai mis notamment on pourrait le trouver, mais je vais présenter cette machine en bas à faire des filets pour la pêche. Donc je vais lire la citation qui est peut-être un peu longue. Le métier jonanin, lui, présente 150 ouvriers assis les uns à côté des autres. Et tout cela travaille. Tous font marcher leur navette spéciale, tous font leurs nœuds en même temps, comme les soldats font l'exercice, et les 150 mailles se forment à la fois, et les doigts de fer semblent des doigts de fée, car ils font la maille mieux et plus égale que les doigts des femmes et des petits-enfants, et ils la font 2 fois plus vite, si l'on veut. Il suffit de tourner un robinet, et la vapeur marche, et cela fait 7000 rangs par jour. Donc il y a tout ce travail d'admiration pour une machine qui est présentée comme un être humain, comme un ouvrier. Et c'est un discours qui est aussi intéressant. C'est intéressant de voir qu'il y a quand même une ouvrière qui est à côté pour vérifier que la maille ne se casse pas. Et le moment où la maille va se casser, c'est l'ouvrière qui va rétablir le fonctionnement de la machine. Mais le discours, on parle de la machine, et on parle de la machine comme une ouvrière. Alors, l'exposition a été aussi, on a choisi dans cette exposition d'intégrer des objets du passé, d'intégrer un musée rétrospectif, une galerie d'histoire du travail. Galerie d'histoire du travail, alors l'origine, c'est l'idée de montrer des collections privées et de remettre en perspective les objets d'aujourd'hui par rapport à la production du passé. Et c'est une idée qui est venue à Frédéric Leplay et à Édouard Lartet, qui est un archéologue, qui est un des inventeurs des grottes de la Dordogne. Et l'idée, c'est de faire à la fois une présentation donc, des objets des objets qui ont été produits depuis la préhistoire qui a été véritablement reconnue 8 ans avant, donc on est vraiment en période de reconnaissance de la préhistoire, et une exposition de la Terre pour montrer comment la Terre s'est forgée. Alors, progressivement, ça va se réduire et on va créer ce musée rétrospectif, cette galerie d'histoire du travail, donc, qui va être au cœur du palais, et on va aller de la préhistoire jusqu'au 19e siècle. C'est la première exposition préhistorique en France, 1867 à Paris. Et avec une organisation qui va être particulière, on va l'organiser par nation, comme pour le reste des produits. Donc, on induit un biais national dans cette exposition rétrospective. Alors en France, elle va être organisée par toute une commission avec 9 salles chronologiques et un classement thématique des objets. Vous avez un peu une présentation de la manière dont c'était présenté. Donc vous avez l'exposition suédoise à gauche et une des salles de l'exposition française en dessous, donc avec des objets qui sont comme les objets qu'on présente pour les industriels. Mais cette exposition, elle est à l'occasion d'un discours sur le travail. Et qu'est-ce qu'on présente en fait dans cette exposition ? On présente des silex, mais on présente aussi surtout beaucoup de beaux objets. Alors ça va parler à des personnes présentes ici. Vous avez ici l'ostensoir de Vasco de Gama devant les yeux, parce que ce discours, il va se centrer sur un certain nombre de thématiques et sur un certain nombre d'objets. On va insister sur les collectionneurs, le rôle des collectionneurs dans le rassemblement d'objets qui sont des objets luxueux, des objets d'art précieux de l'histoire des arts aujourd'hui. On va insister beaucoup sur la notion de progrès. On est passé de la préhistoire à nos jours, d'une civilisation primitive à une civilisation industrielle, développée, etc. On va surtout axer le discours sur le rôle de modèle que constituent les objets d'art anciens pour la production du jour. On est dans une période où on aime beaucoup les néo-styles. Il faut avoir son buffet Henri II, il faut avoir sa chambre Louis XVI, il faut avoir son salon Louis XV, mais on dit qu'il faut aller au bon modèle, donc on sort des beaux objets pour alimenter le discours et pour alimenter le regard et améliorer le goût des décorateurs et des ouvriers. Et le paradoxe, c'est une exposition d'objets, encore une fois, sans producteur.
et un discours sans ouvriers. Et ce qui est intéressant, c'est que on va parler, et c'est pour ça que je prends l'exemple de l'ostensoir de Vasco de Gama, c'est qu'à cette occasion, on évoque encore une fois le créateur, le concepteur, l'artiste, et pas l'ouvrier qui a fait l'objet. Donc pour Vasco de cet ostensoir, on va évoquer Gilles Vicente, donc le concepteur de cet objet, mais on n'évoque pas les méthodes de réalisation de ces objets, les méthodes de fabrication. Les ouvriers sont finalement assez absents de cette galerie d'exposition du travail. Et voilà, on expose, ce n'est pas une exposition du travail, c'est une exposition des produits du travail, plus qu'une exposition des méthodes de travail anciennes, comme on aime aujourd'hui pouvoir voir des ouvriers qui font des présentations de vieilles technologies, de vieilles méthodes de travail. Donc un discours tout à fait particulier. Alors l'exposition, elle est aussi l'occasion de réfléchir à l'amélioration de la condition des ouvriers. Alors dans un contexte qui est favorable, puisque l'empereur s'intéresse particulièrement à la question ouvrière, depuis une trentaine d'années, il a écrit un ouvrage sur l'extinction du paupérisme dans les années 1840, quand il était prisonnier dans le fort de Ham, et il a mis en place toute une politique sociale, donc avec un besoin de se rapprocher des ouvriers qui est plus fort avec les années 60, puisque la campagne d'Italie de 1859 lui a quelque peu aliéné les catholiques, et donc il faut regagner chez les ouvriers ce qu'on a perdu du côté des catholiques. Donc l'empereur s'efforce de regagner un peu les voies ouvrières, je dirais, et donc c'est dans ce contexte qu'il faut placer notamment l'envoi de délégations ouvrières en 1862 et l'autorisation des grèves en 1864. Jusqu'en 1864, les grèves étaient interdites. En 1864, l'empereur fait voter une loi sur les coalitions qui réinstaure le droit de grève. Et joue dans cette exposition le rôle particulier du personnage que vous avez dans les yeux, Frédéric Leplay. Frédéric Leplay, c'est un ingénieur des mines, mais c'est aussi un penseur social qui, depuis les années 1830, surtout les années 1840, s'intéresse à la condition ouvrière, a rédigé 2 ouvrages importants, notamment La réforme sociale qu'il a publié en 1864, donc l'année avant le début du commencement des travaux de l'exposition. Alors, il a une vision particulière du monde ouvrier. Pour lui, il insiste sur le rôle social des patrons et l'importance pour les patrons de s'occuper de leurs ouvriers via ce qu'il appelle le patronage. Donc l'idée, c'est que le patron, il doit assurer le bien-être de ses ouvriers, il doit assurer les périodes de chômage, il doit assurer ce qui lui permet aussi de garder sa main-d'œuvre et de faire en sorte que pendant les périodes de chômage, la main-d'œuvre ne s'en aille pas. Il y a aussi un intérêt derrière. Mais donc il insiste beaucoup sur ces questions-là, et Frédéric Leplay a été un des pères de la sociologie moderne en s'intéressant au budget ouvrier et en s'intéressant à tous les aspects du budget des ouvriers, pas uniquement le salaire qui leur est versé. Alors Frédéric Leplay, il décide d'utiliser l'exposition comme une vitrine, avec plusieurs optiques. Tout d'abord, en instaurant un groupe spécial de produits, donc le groupe 10, qui est purement destiné aux ouvriers, donc à mettre en valeur les ouvriers, alors, au sens large, puisqu'on aura une des premières expositions pédagogiques notamment, avec 2 classes qui sont consacrées à la pédagogie et à l'enseignement dans cette classe de produits. Donc c'est ce qu'on appelle le groupe 10. Et il instaure aussi un concours spécial, un nouvel ordre des récompenses, pour récompenser les industriels donc, qui ont su maintenir dans les localités où ils sont implantés l'harmonie, le bien-être dans la population. Donc avec un jury spécial donc, et un concours particulier, et qui va particulièrement intéresser Frédéric Leplay. Alors le groupe 10, donc il est organisé autour de 7 classes. Donc je vous dis 2 classes qui sont consacrées à l'enseignement, une aux produits vraiment à bon marché, une sur les costumes populaires, avec l'idée que l'importance de se distinguer par le costume. Une classe qui est destinée à l'habitation ouvrière avec un concours de logement ouvrier. Donc vous avez un logement qui a été, c'est une pièce d'exposition, c'est un modèle d'immeuble pour ouvriers. Et 2 classes qui étaient consacrées aux ouvriers chefs de métier justement pour qu'ils puissent présenter leurs produits. Alors pour le coup, dans ce groupe, les ouvriers sont beaucoup plus présents.
Les ouvriers sont plus présents, vous avez à nouveau les statistiques qui sont là. Et voilà, il y a un peu moins de 20% d'ouvriers qui sont présents dans la sélection des produits. C'est peu, mais c'est mieux que pour les autres sections. Alors, le bilan est un petit peu mitigé quand même, puisque le discours est mitigé, un mélange de politique, de social, d'économique. Le concept n'a pas toujours été bien compris, notamment la classe sur les costumes ouvriers est en fait devenue une exposition ethnologique. Donc avec des costumiers de théâtre qui sont présentés. Voilà, un peintre comme James Tissot a présenté des costumes de Bretons. Et c'est à cette occasion-là que le père de Max Jacob, qui était tailleur à Quimper, a présenté des costumes, parce qu'il fabriquait des costumes à Quimper, le grand-père de Max Jacob. Alors, ce groupe a décidé aussi de lancer une grande enquête ouvrière, parallèle à celle menée par Frédéric Leplay. Et donc, on a, à l'occasion de cette exposition, un état des lieux pour certaines contrées, des mesures qui sont prises pour améliorer la condition ouvrière. Donc, une enquête sociale qui est réalisée au moment de cette exposition. Alors, le jury spécial du Nouvel Ordre des Récompenses, c'est quand même le phare pour les organisateurs. Donc avec cette grande enquête sociale qui est lancée, on monte des dossiers qui sont évalués par un jury qui a des critères qui sont des critères aussi, qui peuvent être des critères moraux, mais on va récompenser des patrons qui sont des patrons qui mettent en place des institutions pour accompagner l'industrialisation du territoire. Alors, notamment en France, ceux qui vont être récompensés, ce sont les Alsaciens très présents dans les vallées vosgiennes ou les calvinistes de Mulhouse, donc, qui ont construit des logements ouvriers, qui ont mis en place des retraites ouvrières, qui ont créé des coopératives, etc. On va récompenser aussi une personnalité comme Alfred Mann, donc, qui est imprimeur à Tours, un imprimeur plutôt catholique, ou un entrepreneur comme Eugène Schneider, donc le grand patron du Creusot. On est dans la pleine période d'essor du Creusot, mais où Schneider, qui est aussi vice-président du corps législatif, ce qui serait notre Assemblée nationale aujourd'hui, met en place des institutions ouvrières, ce qui n'empêchera pas la population du Creusot de se révolter en 1869 et 1870. Mais bon, voilà, en tout cas, on met en valeur ces patrons qui investissent aussi en faveur de leurs ouvriers pour les maintenir aussi, pour éviter qu'ils ne s'en aillent. Un double discours. Mais donc, il y a tout un discours sur la condition ouvrière à l'exposition de 1867. Alors, enfin, il y a aussi, je vous ai parlé de ces ouvriers qui étaient des visiteurs. Là, eux aussi, ils ont un discours. Et aussi, l'exposition, pour eux, c'est un moyen de parler d'eux-mêmes et de parler de leur travail, de parler des objets qui sont exposés. Et c'est tout l'intérêt des sources que nous avons sur cette exposition de 1867. Alors, cette expression, elle va se faire dans les rapports qui sont commandés aux ouvriers en contrepartie de cette visite qu'on organise pour eux. Donc, les rapports ouvriers français, c'est 3 volumes in folio, c'est des très beaux volumes in folio, qui sont publiés sous l'égide de la commission qui a été mise en place, et avec des rapports qui ont fait l'objet, certes, d'une censure, mais d'une censure très limitée. On en a la trace, donc on sait qu'il y a eu censure d'un certain nombre de points, mais elle a été limitée, et principalement ce sont les passages qui ont été les plus vindicatifs contre principalement l'armée et l'Église qui ont été éliminés. Alors il y a eu sans doute, et il y a eu certainement un travail déjà d'autocensure des ouvriers eux-mêmes, ils se sont réunis, on les a autorisés à se réunir pour préparer les rapports, mais il y a quand même un discours, et un discours relativement franc. Ils n'hésitent pas à dire un certain nombre de choses, même s'il y a un contrôle de la parole. Et donc ces ouvriers, je vous dis, se réunissent pour préparer ces rapports, et ils vont continuer à se réunir jusqu'en 1869. Pendant 2 ans, on va les autoriser à se réunir et à débattre de toutes les questions qui les intéressent. Et on estime que cette commission du passage Raoult, qui prend la suite de cette commission des délégués de l'exposition universelle, a joué un rôle dans le passage des ouvriers parisiens du proudhonisme au marxisme, et donc dans la venue d'ouvriers qui ont été plus influencés par la pensée de Marx
qui se développe dans les années 1860. Donc avec la présence très forte des représentants de l'AIT, l'Association internationale des travailleurs, la première internationale. Donc voilà, donc ces ouvriers se réunissent. Alors on a la même chose en Angleterre avec des rapports ouvriers qui sont publiés sous l'égide de la Royal Society of Arts. Des rapports par profession, donc avec des ouvriers qui racontent leur venue à Paris, comment ils sont hébergés, qu'est-ce qu'ils constatent à Paris, qu'est-ce qu'ils apprécient, qu'est-ce qu'ils n'apprécient pas. Ils vont visiter des industries, donc ils racontent leur visite dans les industries, les matériels qu'ils utilisent, etc., etc. Donc on a un vrai discours ouvrier, et les Anglais font même un rapport spécifique sur les us et coutumes des ouvriers français. Donc voilà, un travail un peu comparatif qui est aussi tout à fait intéressant. Alors, ces rapports ouvriers français, ils sont à peu près tous structurés de la même manière. Vous avez d'abord un historique. On met sa profession en perspective via tout un travail historique sur la profession, ses méthodes, etc. On a ensuite toute une partie de présentation des objets. Les ouvriers vont visiter l'exposition, ils regardent les objets, ils les analysent et les critiquent avec leur regard à eux. Et la publication a bénéficié du fait que les entrepreneurs, les industriels ont payé les reproductions des clichés. Donc en fait, on a des rapports extrêmement illustrés. Et c'est par les rapports ouvriers qu'on connaît la majorité des objets qui sont exposés en fait. Donc c'est vraiment très intéressant, ils sont extrêmement illustrés. Ils ne font pas d'opprobre, ils regardent les produits français, les produits anglais, mais produits étrangers, même si on va voir que leur discours est particulier sur les produits étrangers. Et à la fin, ils expriment leurs vœux. Leurs vœux, quels sont les besoins de leur profession, quels sont les besoins de leurs conditions, donc à destination des organisateurs et du gouvernement impérial. Et donc on va avoir des discours qui sont des discours qui se rejoignent et qui, je trouve, sont toujours très intéressants. Alors j'ai pris l'exemple des ouvriers en papier peint, des imprimeurs en papier peint, qui est assez révélateur, enfin assez représentatif, je dirais, de ce discours. Alors il y a une vraie fierté nationale. Une vraie fierté de son pays, de son travail, mais on peut reconnaître que l'étranger fait mieux. Mais pas toujours quand même, il y a quand même un petit chauvinisme des ouvriers français qui est intéressant à voir. Il y a surtout une bonne connaissance des procédés techniques. Derrière, on sent des ouvriers qui connaissent les procédés techniques et, pour caricaturer, à qui on ne peut pas le faire. Voilà. Donc ils voient ce qu'on leur présente. Il y a notamment au musée d'Orsay un meuble qui est assez symptomatique, que vous connaissez peut-être, qui est un médaillé, un grand médaillé de Mérovée, puisque la porte est découverte, est ornée d'un devant en bronze. Non, il est en argent, je crois, je ne sais plus, et donc avec un haut relief. Et donc ils sont capables de dire, en fait, cet ouvrage, il y a eu 60 ouvriers qui sont passés, 60 métiers qui sont passés successivement pour le produire. Donc ils sont capables vraiment d'analyser finement la fabrication qui est faite. Ils n'hésitent pas à critiquer les décisions du jury. Alors, voilà, je vais citer les ouvriers, les imprimeurs en papier peint, voilà, qui disent « On comprendra facilement que notre appréciation venant après la décision du jury, nous n'avons aucune espérance d'en changer les résultats. Néanmoins, nous pouvons dire que nous croyons fermement que si le jury s'était adjoint des hommes du métier, il aurait évité de rendre des arrêts qui sont très discutables et qui prouvent que les hommes les plus éminents dans les sciences et dans les arts industriels ont toujours besoin, pour se compléter, d'éclairer leur jugement par le concours des hommes pratiques. » Ça c'est dit. Voilà, donc ils n'hésitent pas à dire non, le jury, là, il a récompensé, mais il s'est fait complètement avoir, il a vu un bel objet, en fait, c'est de la poudre aux yeux, etc. Donc c'est intéressant de voir le rapport du jury et le rapport des ouvriers en tant que tel. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une volonté chez ces ouvriers de présenter tous ceux qui ont contribué à cette fabrication des beaux objets que vous voyez. Donc on cite tous les collaborateurs quand on les connaît, on cite tous les corps de métier qui sont intervenus quand on les connaît. Donc il y a un vrai discours très intéressant de ces ouvriers français. Et ces ouvriers français, ils ont aussi leur regard sur la mécanisation.
Ils ont aussi le regard sur les machines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est très équilibré, je trouve. Donc, ils n'hésitent pas à dire qu'ils ne sont pas systématiquement opposés à la mécanisation. J'ai pris l'exemple de la boulangerie, encore une fois. Donc, je vous ai dit que les rapporteurs officiels avaient beaucoup aimé cette mécanisation de la boulangerie. Et voilà ce qu'en disent les ouvriers boulangers. N'est-il pas pénible de penser cependant qu'à une époque où l'industrie a dans toutes ses branches amélioré ses procédés, l'industrie principale de l'alimentation demeure étrangère au progrès qui se manifeste autour d'elle. Lorsque tout le monde, grands et petits, travaille à l'amélioration du sort des classes laborieuses, de voir le boulanger condamné encore à un travail dur, pénible et même abrutissant, sans que l'on ait pu adoucir sa position. Remercions donc les inventeurs qui sont venus à l'exposition universelle chercher à améliorer son sort et à perfectionner cette grande industrie de la fabrication du pain. Donc voilà. On a un discours qui est un discours équilibré, et certes, quand la machine vise à remplacer le travail de l'homme, les ouvriers vont être méfiants, ils vont être un peu prudents, mais quand elle vise à améliorer sa condition, ils vont être favorables à la machine, et il n'y a pas un discours systématiquement ludiste, anti-machine de ces ouvriers parisiens. Et ces ouvriers parisiens, ils parlent de leur travail, ils parlent de leurs conditions de travail, et notamment ils parlent de leur crainte de la division du travail, et ils montrent une attention très soutenue aux gestes, aux techniques, aux produits, à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'hygiène au travail. Donc on a les cloutiers dénoncent les effets du mercure, les imprimeurs en papier peint dénoncent l'emploi des matières dangereuses, la benzine, l'arsenic, la céruse, etc. Ils parlent de l'insalubrité des ateliers, ils parlent vraiment de leur métier, et ils parlent de leurs conditions. Voilà, les peintres en bâtiment, les ouvriers peintres restent souvent 5 à 6 heures de suite à respirer une atmosphère composée d'émanations délétères, une poussière au moment du ponçage, saturée de particules métalliques que le papier de verre détache des boiseries. Quand cet air impur a passé et repassé des milliers de fois par le larynx et les poumons, il doit laisser sur eux et dans le sang la quantité de métaux qu'ils possédaient. De là peut-être l'origine de phtisie pulmonaire qui nous décime tant. Parfois aussi les peintres sont atteints de symptômes d'empoisonnement. Ils sont plus souvent sujets à une colique de cuivre, etc., etc., etc. Donc vraiment une attention portée à leur situation et à leurs conditions de travail. Donc ils la disent, ils l'expliquent au pouvoir public, ils la dénoncent entre guillemets pour essayer d'avoir des améliorations. Et ils vont exprimer leurs vœux. Ils vont exprimer dans ces rapports leurs vœux, respectueusement, naturellement, mais on a, par ces rapports, l'expression des attentes de la population ouvrière parisienne, alors notamment la frange la plus éduquée de cette population ouvrière, mais on a une expression des vœux. Alors qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent l'instruction. Ils demandent l'instruction gratuite et obligatoire, que le corps législatif vient de refuser au ministre de l'Instruction publique, qui l'a demandé. Mais l'empereur n'a pas voulu aller à l'encontre de son Parlement. On est dans un régime qui se libéralise. Il demande l'amélioration de la formation professionnelle. Il demande à ce qu'on ait des cours du soir, des ateliers de formation. Donc ils sont très intéressés par ces questions-là. Ils dénoncent l'injustice de leur rémunération, leurs salaires qui sont insuffisants, sachant que ils dénoncent des modes de rémunération qui sont très différents à un moment où l'octroi voit les prix monter, où on a dû aller à l'extérieur du cœur de Paris pour se loger avec les grands travaux du baron Haussmann. On dénonce la cherté de la vie, on ne va pas dire l'inflation, mais on dénonce la cherté de la vie, notamment ce logement. On a expulsé les ouvriers du centre de Paris, il faut marcher plusieurs heures pour aller à Belleville et à Ménilmontant, où on a enfin un logement aujourd'hui. On dénonce les excès de l'octroi, la manière dont est calculé le montant de l'octroi. On dénonce la concurrence du travail en prison et du travail dans les couvents. À l'époque, les maisons centrales sont confiées à des entrepreneurs qui se rétribuent sur le travail des ouvriers. Une centrale comme celle de Clairvaux, c'est une usine. Donc on dénonce le travail des ouvriers en prison. On dénonce le travail des ouvriers qui est organisé par les couvents. On critique le travail des femmes et des enfants. Alors les enfants, parce que ce sont des futurs adultes, mais les femmes aussi. Il ne faut pas voir dans le discours des ouvriers du Second Empire un discours qui est un discours féministe. Pour eux, la femme doit être au foyer pour éduquer les enfants. Elle ne doit pas être, ce n'est pas une bonne condition de la femme que d'être ouvrière. La compensation, c'est qu'il faut augmenter le salaire du mari pour qu'il puisse
permettre à sa femme de rester chez elle. Donc il faut pas voir dans le discours des ouvriers un discours qui est un discours toujours très féministe. Et on insiste beaucoup sur la nécessité de revoir le dialogue social, d'instaurer des chambres syndicales, c'est ce qu'est en train de faire le gouvernement, d'accorder le droit de réunion, le droit d'association, projet qui est en cours, de revoir la formation des conseils de prud'homme pour permettre aux ouvriers d'y siéger véritablement avec une véritable indemnité, d'abroger toutes les mesures vexatoires qui sont encore dans la législation, le livret ouvrier, l'article 1781 du Code Napoléon qui prévoit qu'en cas de débat judiciaire contradictoire, il est spécifié que les patrons, contrairement aux ouvriers, sont crus sur parole pour tout ce qui concerne la quotité des salaires. Donc parole du patron qui est supérieure à celle des ouvriers. Et on demande le développement de l'association qui est vu comme le moyen de l'idéal de la société de production où l'ouvrier pourra se passer du patron et sera lui-même son propre patron. Et alors ça, c'est les vœux officiels, mais ces vœux, ils vont continuer à être discutés dans le cadre de cette commission du passage Raoult. Alors avec un discours qui est là le vrai discours, on dirait, des ouvriers, donc beaucoup plus méfiant vis-à-vis de l'Église et de l'armée, beaucoup plus méfiant vis-à-vis du patronat, méfiant vis-à-vis de l'assistance publique, qui est perçue comme un mouroir pour les enfants abandonnés. On insiste beaucoup sur l'association. Sur la constitution donc, de caisses de grève pour pouvoir gérer les grèves. Et comme je vous l'ai dit, c'est dans cette commission qu'on va voir un rôle croissant des membres de l'Association internationale des travailleurs, et notamment ceux qui sont les plus proches de Karl Marx. Alors ces rapports, ils ont quand même été présentés officiellement au ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, alors c'est 19 juin, j'ai fait une petite faute, 1868, qui les reçoit. Et le gouvernement va mettre en œuvre un certain nombre de réformes, puisque le gouvernement va abolir ce fameux article 1781 du Code Napoléon. Il va mettre en place une commission de réforme sur la question des prud'hommes. Il lance le travail d'abolition du livret ouvrier. Il révise la réglementation de l'assistance publique et notamment pour l'abandon des enfants. Il envisage la création d'une caisse de retraite générale pour les patrons et pour les ouvriers alimentés par les cotisations de tous les corps de métier. Il envisage il accélère la mise en place d'un service médical gratuit dans les départements. Et je suis sûr que j'en oublie encore. Mais un certain nombre de ces mesures ne vont pas pouvoir aboutir à cause de la guerre en 1870, mais surtout par l'opposition du Conseil d'État et du corps législatif. Et l'empereur ne veut pas imposer des mesures à son corps législatif. Donc c'est le parlementarisme croissant du Second Empire qui fait que la France n'a pas eu une législation à la Bismarck, et que s'il n'y avait pas eu la guerre, on aurait eu la législation à la Bismarck avant l'Allemagne. Et il faudra attendre 1928 et 1930 pour que les assurances sociales soient mises en place. Et donc voilà, on a pris un peu de retard, on va dire, sur notre législation sociale, mais elle était en germe après cette exposition universelle. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le monde du travail à l'exposition universelle. Alors je vous renvoie au livre que j'ai publié. J'espère que cette conférence vous aura plu et je suis à votre disposition pour toute question. Vous avez la parole. Qui se lance ? Oui. Disparu à quelle époque ? 1890. Il a fallu encore près de 20 ans. Alors l'usage, c'était en fait donc chaque ouvrier devait être muni de ce livret qui était remis au patron le jour de son embauche et qui ne lui était restitué qu'au moment de son départ, que si toutes les dettes contractées vis-à-vis de son patron étaient liquidées, étaient remboursées. Et le livret devait être visé par le maire des communes dans lesquelles les ouvriers passaient. Donc c'était un outil de contrôle de la circulation de la population ouvrière. Alors ils sont dans les archives familiales, s'ils ont été encore conservés, et on en a encore dans des archives municipales qui en ont récupéré, mais normalement ils sont dans des mains privées. On en a quelques-uns. Donc ça permet de savoir la circulation des ouvriers. Oui. Merci pour votre conférence. Le corps législatif, assez hostile aux ouvriers, des députés qui sont élus
au suffrage universel direct, au suffrage uninominal majoritaire à 2 tours dans le cadre de l'arrondissement. Sont principalement des notables. Ce sont principalement des notables, parce que l'indemnisation des députés n'était pas au niveau de celui qu'on a aujourd'hui. Donc ce sont des propriétaires, des rentiers, des industriels, des avocats, des médecins, voilà, des notables. Mais c'est pareil, en 1867, on est en pleine période de réforme militaire. L'empereur voudrait arriver à la conscription, mais le corps législatif refuse. Parce que l'armée coûte trop cher, premier argument. Et deuxième argument, on ne va pas faire une conscription généralisée. Donc l'empereur ne veut pas outrepasser son corps législatif, et donc il ne va pas. Et ça sera la Troisième République, après la guerre de 70, qui imposera la conscription. D'ailleurs, l'armée, c'est le point sur lequel je me vénère, parce qu'on a l'air de beaucoup sacrifier par rapport à cette exposition. Jean-Marc, par exemple, son terrain d'entraînement a été cédé. Alors, l'armée a eu du mal à le lâcher, on va dire. Les habitants du 7e et du 15e arrondissement avaient pétitionné pour que le bâtiment de l'exposition persiste, et l'armée l'a emporté pour récupérer son champ de manœuvre. Donc, alors il y avait toute une exposition militaire qui était aussi présente. À l'exposition de 1867, il y avait des canons, il y avait plein de choses. C'est la première exposition où intervient la Croix-Rouge, qui est officiellement présente pour la première fois à l'exposition. Et un des objets dont on se souvient le plus, c'est le canon qui a été exposé par M. Krupp. Justement, pour aller dans la suite de ce que tu viens de dire à l'instant, tu nous as bien montré la présence du Royaume-Uni. Qu'en est-il du monde germanique et éventuellement d'autres pays qui pourraient avoir été pas mal présents dans l'exposition par les exposants ou les visiteurs? Alors traditionnellement, depuis 1851, l'opposition, c'est France-Angleterre. Le match, c'est France-Angleterre, comme au rugby. Et ça se traduit tout simplement, là vous avez avec la couverture de cette magnifique aquarelle conservée aux Archives nationales, vous avez l'entrée vers le palais, et vous avez ensuite le grand vestibule. Le grand vestibule, vous avez France d'un côté, Angleterre de l'autre. Donc on met en scène cette opposition. Mais derrière cette opposition, donc il y a beaucoup de pays qui sont présents, peu ne viennent pas. Mais voilà, il y a un acteur majeur qui émerge, c'est la Prusse. C'est la Prusse, on est l'année après Sadova, la Prusse va vraiment, je ne vais pas dire mettre le paquet pour être présente, et voilà, notamment avec ces forces que sont la sidérurgie, l'extraction minière, la sidérurgie, et l'industrie chimique qui commence à être aussi une grande force de l'Allemagne. Et quand on voit les caricatures de l'exposition, en fait, l'Angleterre est très peu présente, contrairement à l'Allemagne qui, elle, est très présente dans les caricatures, parce qu'on craint la guerre. On craint la guerre pendant toute cette année. Voilà, enfin, les caricatures qui paraissent dans le Charivari, c'est on demande aux Prussiens, qui est nécessairement un soldat avec le casque à pointe et le fusil à mitrailleuse, de déposer ses armes en arrivant. Donc voilà, il y a toute une caricature aussi autour de Mars, le champ de Mars qui doit déposer ses armes aussi. Enfin, il y a tout un discours autour de ça. Donc c'est vrai que c'est l'exposition qui voit quand même le poids de la Prusse extrêmement présent. C'est vraiment la troisième puissance présente. On voit, alors il y a aussi la Russie naturellement, il y a aussi l'Italie qui est présente, les États-Unis qui sont aussi très présents. Mais je dirais, oui, c'est un peu un match à trois entre France, Angleterre et Prusse principalement. Les autres nations sont là, sont présentes, sont commentées. Hein. C'est une première exposition où le Japon est très présent. Un an avant la révolution Meiji, mais voilà, c'est quand même ces trois pays-là qui dominent, je dirais. Ne serait-ce que par rapport aux exposants. Oui. Le palais de l'électricité construit par Daviou est antérieur. Postérieur. C'est 1889 et 1900, l'électricité. Là, l'électricité est encore très peu présente. Daviou, c'est l'ancien Trocadéro de Daviou. 1878. 1878, le Trocadéro. 78. Oui, tout à fait. Merci. Je vous en prie. Aurore.
En ce qui concerne la présence étrangère que vous avez évoquée juste avant, est-ce que c'est plutôt les gouvernements étrangers qui vont utiliser ça? Alors, on a tous les cas de figure. Donc, officiellement, la France invite les pays auprès desquels elle a un ambassadeur. Donc, officiellement, c'est une invitation diplomatique, comme aujourd'hui pour les Jeux Olympiques. Ensuite, ça dépend de l'organisation interne de chaque pays, mais une commission est généralement nommée, comme en France, et c'est cette commission qui va diffuser l'information, et ce sont des industriels qui vont, des agriculteurs, des artistes locaux qui vont candidater. Ensuite, c'est la commission nationale qui va gérer l'installation. Donc elle va pouvoir plus ou moins influer sur la manière de décorer, sur les choix esthétiques qui ont fait. Sur les exposants en tant que tels, faudrait étudier plus précisément, mais ça reste assez libre. Ça reste assez libre, sauf dans les pays où, pour le coup, il y a des commissions spécifiques plutôt françaises, dans des pays où qui n'ont pas organisé leur exposition, qui vont organiser la venue des industriels locaux. Alors le cas que je cite, c'est la Chine, puisque la Chine, on est 7 ans après le sac du Palais d'été, donc la Chine n'est pas tellement favorable à ce qu'il y ait une exposition. Enfin, ça change à la fin. La Chine est presque prête, mais c'est trop tard. Et donc, en fait, ce sont des Français et des Anglais qui vont organiser l'exposition chinoise. Donc, on a plus une vision qui est celle des commerçants occidentaux sur ce qu'on attend de la Chine qu'une véritable exposition chinoise. Alors après, il y a tout simplement des limites, qui sont des limites en coût, un coût de transport. Donc, ça coûte très cher de venir faire ces expositions. Donc, ce sont des industriels qui ont une assise financière qui peuvent venir, notamment quand on vient des États-Unis, par exemple. Ça dépend. Voilà, on a tous les cas de figure, mais les gouvernements n'influent, je dirais, pas nécessairement sur le choix des exposants. C'est pas si marqué que ça. En France, le gouvernement n'influe pas sur le choix des exposants. Là où il a fortement influé, c'est en imposant aux artistes d'être dans le même bâtiment que les industriels. Les artistes n'en voulaient pas, le préfet Haussmann non plus, mais c'est l'empereur le veut, point. Donc les artistes, vous allez être au milieu des machines. Et vous n'avez pas le choix. Ce qu'ils n'ont pas tellement aimé, mais ils n'ont pas le choix. Il y avait une autre question, Pauline. Parmi les ouvriers qui reçoivent une aide pour pouvoir se rendre à l'exposition, est-ce qu'il y en a qui viennent des colonies? Alors, de mémoire, non pour la France. Pour l'Angleterre, il faudrait vérifier. Mais pour la France, non. Je crois qu'on est vraiment resté uniquement sur la France métropolitaine. Il faudrait vérifier pour l'Algérie, mais j'ai quelques doutes. Il y avait des ouvriers algériens qui avaient été envoyés par le gouverneur général de MacMahon. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'ouvriers qui soient venus. Mais ça serait à vérifier. Comme c'était adressé aux comités départementaux et que l'Algérie n'était pas un département à l'époque, je ne pense pas qu'il y avait des ouvriers des colonies. Alors, il y a tout un débat justement sur la représentation, on va dire, des pays étrangers. Il y avait eu c'est l'époque où la commission scientifique a été mise en place, était peuplée d'anthropologues, anthropologues naissants, et ils voulaient faire en sorte que les pays amènent des types représentatifs de leur pays. Et ça a été refusé par l'impératrice qui a dit on n'expose pas les hommes comme on expose des chevaux. Attendez, monsieur Desbords. Oui. Vous avez très bien parlé tout à l'heure des médailles, des jurys, des gens qui étaient choisis, mais finalement, est-ce que ces jurys étaient représentatifs de chaque profession qui recevait des médailles? Est-ce qu'il n'y avait pas un risque non plus de collusion entre des gens qui se connaissaient et... Alors, c'était un savant dosage déjà, parce qu'il fallait que le jury soit international. Il fallait que tous les pays aient une présidence. Il fallait gérer ça de manière savante. Souvent, c'était les principaux industriels français en fait qui étaient présents dans ces jurys, et on les mettait hors concours.
ce qui était aussi un moyen pour eux de pas candidater. Donc voilà, par exemple, je ne sais pas moi, la verrerie, c'était Saint-Gobain qui était dans le jury. Donc c'était des experts quand même reconnus pour les industriels, et après généralement soit des savants, soit des artistes qui étaient quand même assez liés. Mais oui, clairement, il y a des collusions, il y a des collusions d'intérêt. Alors parfois c'est le hasard. En 1862, je ne sais plus comment il le dit, mais Mérimée, qui était au jury du papier peint, a une formule, je ne sais plus, comme j'ai beaucoup publié, on m'a collé au papier peint. Et il l'exprime à peu près comme ça dans sa correspondance. Donc voilà. Mais bon, après, c'est Mérimée qui le fait dans une correspondance privée. Mais Mérimée, c'est le fils de l'ancien secrétaire général de l'École des Beaux-Arts. Il est l'inspecteur général des monuments historiques. Il est très proche de tous les milieux qui favorisent le développement des industries d'art. Donc c'est plus une figure de style qu'autre chose. Alors il y avait monsieur, puis vous. Il est le patronage dont vous avez parlé. Paternalisme. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est la même chose. Mais Frédéric Leplay parle du patronage. Mais oui, c'est en effet ce paternalisme des cités ouvrières de Toulouse, famille mystère c'est exactement la même chose. Voilà, tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Tout à fait, c'est exactement ça. Monsieur. Y a-t-il des restes architecturaux de cette exposition? Alors, il y en a. Il y en a quelques-uns. Le palais a été entièrement détruit, mais les matériaux ont été réutilisés, notamment au Théâtre de la Gaîté, qui est en partie construit à partir des matériaux du palais. Les bâtiments qui subsistent aujourd'hui, on a notamment le chalet de la Commission impériale qui est encore dans une ville des bords de mer, je ne pourrais plus de mémoire, il est dans le livre, je ne me souviens plus. Le bâtiment qui est le plus connu qui subsiste, c'est la chaudière prussienne, qui est installée dans le parc du palais de Linderhof, puisqu'elle était en mode mauresque, et que le roi Louis II de Bavière l'a achetée et l'a installée dans son jardin. Donc on peut encore le visiter aujourd'hui dans le parc du palais de Linderhof, en Bavière. Donc il n'y a rien à Paris. Alors à Paris-Ci, il y a deux isbas russes qui sont Villa Beau Séjour dans le 16e arrondissement. Mais c'est à peu près tout ce qu'il en reste aujourd'hui. Ce n'est pas celle où on a le plus de vestiges. Par contre, tous les musées français et étrangers sont peuplés d'objets qui ont été présentés à l'exposition. Parce que comme c'était souvent des objets exceptionnels, il n'y a que des musées aujourd'hui qui peuvent les récupérer. Parce que, vu leur coût et leur taille. Théo, vous avez absolument parlé d'enjeux. Alors c'était pris en compte dans le règlement intérieur, mais en fait ça va être beaucoup plus pris en compte ensuite parce que la convention de Berne va être signée après 1870 et on a beaucoup de clichés pour 1867 et les industriels vont trouver qu'il y a eu beaucoup d'abus. Donc oui, certains interdisent qu'on prenne des dessins devant eux, c'est eux qui fournissent les dessins. Enfin, il y a tout aussi un débat autour de cette question de la propriété intellectuelle, où ils se servaient à faire de l'espionnage industriel, naturellement. Est-ce que le principe de la propriété industrielle existait à cette époque ? La réglementation sur les brevets, en France, c'est 1791, revue en 1837-38, je vais me tromper d'une année ou deux. Donc il y a déjà toute une réglementation sur les brevets, tout à fait. Réglementation française, il n'y a pas encore de convention internationale. Il faut attendre les années, fin des années 70, les années 80 pour qu'il y ait les premières conventions internationales sur la propriété intellectuelle, avec la convention de Berne. D'autres questions? Clémentine? Oui, concernant les ouvriers présents en tant que visiteurs spécialistes, si je peux dire, vous évoquez les ouvriers français ou étrangers. Je me demandais, pour les ouvriers français, est-ce qu'il y a une diversité géographique ou est-ce que, je sais pas, un biais parisien ou... Alors oui, on a une diversité géographique, notamment du nord et de l'est de la France. Mais oui, ils sont venus à peu près de toutes les régions françaises. Donc ceux dont on parle beaucoup, c'est les ouvriers de Paris, naturellement, parce que c'est eux qui ont fait les rapports les plus importants et les plus majestueux, ces trois magnifiques volumes. Mais on a des ouvriers d'Alsace, des Vosges, du Nord, de Normandie, je crois aussi. Donc voilà, au moins des grandes régions industrielles, on en avait. Oui.
Oui, juste une question. Pourquoi avoir choisi celle-ci plutôt qu'une autre? L'exposition. Alors, ça remonte à ma thèse d'école des Chartes. Ça remonte à quelques années. Ça remonte à 26 ans. C'est pas tout près. Tout simplement parce qu'il y a un très beau fonds d'archives. Un très beau fonds d'archives qui a été en partie sauvé aussi par la guerre, parce qu'il a fallu le protéger, et dont la taille était quand même gérable le temps de la thèse d'école des Chartes qui ne dure pas trop de temps. Donc ça, c'était le premier choix. Une des premières raisons, et puis l'autre, c'était parce que j'aimais beaucoup le Second Empire. J'étais un grand lecteur de Zola pendant mon adolescence et je voulais rentrer dans le Second Empire. J'avais passé le concours en médiéval moderne et je savais que je gérerais des archives contemporaines, donc déjà faire une thèse sur le 19e siècle, c'était pas mal. Voilà, donc c'est le hasard d'une lecture un jour dans une bibliothèque qui m'a fait découvrir les expositions universelles et de dire pourquoi pas, après tout. Et voilà, 25 ans après, il en est sorti ce livre.